Rebonjour, chères étudiantes et chers étudiants. On va continuer sur ce deuxième chapitre, toujours sur la nutrition minérale des plantes supérieures, bien sûr pour la filière SVI semestre 4. Donc, on s'est arrêté au petit c du premier point du quatrième paragraphe. Influence du pH du sol sur la disponibilité des nutriments. Mais avant cela, on a parlé, rappelez-vous, vers la fin de la dernière séance, sur les échanges des cations. On avait dit, pour rappel, que les cations sont retenus à la surface des colloïdes parce que ces colloïdes sont chargés négativement. Donc, ils ont cette capacité de retenir tout ce qui est cation parce qu'il y a cette attraction électrostatique entre les charges négatives des colloïdes et les charges positives des différents cations qui se trouvent solubilisés dans la solution du sol. Donc, les cations ne seront pas perdus par les lessivage. Alors, qu'est-ce que l'on est pour les anions? Les anions, ils sont chargés négativement, donc normalement, ils vont être repoussés par les charges négatives des colloïdes. Donc notamment les nitrates qui seront très très importants pour la nutrition azotée des plantes et qui font souvent défaut. Et on a donc toujours tendance à les ajouter sous forme d'engrais, mais ces nitrates ils sont chargés négativement, donc ils sont repoussés et ils ne sont pas donc retenus par les colloïdes. C'est ce que je disais tout au début, si vous vous rappelez de ce chapitre. Je disais que les nitrates pouvaient être très dangereux pour l'environnement. Ils peuvent polluer l'environnement parce qu'ils vont être lessivés la plupart du temps. S'ils ne sont pas absorbés par les racines, ils vont être lessivés jusqu'à la nappe phréatique et donc engendrer des problèmes de pollution très importants. C'est pour ça que je parlais toujours de cette courbe d'action, rappelez-vous, très important à doser et que les agriculteurs ne doivent pas tomber dans le gaspillage ou dans la toxicité. Et rappelez-vous de cette notion de concentration critique qui est très importante à retenir pour ne pas donc faire, comme je dis, je le répète, la consommation de luxe qui ne sert à rien. Et au contraire, ça peut engendrer la pollution, comme le cas des nitrates. Donc, comme le chlorure aussi, qui est un anion, donc tous les anions seront repoussés par les charges négatives qui se trouvent à la surface des colloïdes. Donc, la capacité d'échange anionique, donc contrairement à la capacité d'échange cationique, rappelez-vous de ce qu'on avait dit à la fin de la dernière séance, serait très, très faible par rapport à cette capacité d'échange cationique qui est très importante, surtout donc dans les sols fertiles qui contiennent le plus de colloïdes, que ce soit d'origine minérale ou organique. Les particules d'argile comme les particules d'humus pour rappel. Donc, parmi les anions, comme je disais, les nitrates restent très mobiles dans la solution du sol où ils seront sensibles au lessivage pour atteindre la nappe phréatique et donc engendrer des pollutions dangereuses. C. Donc, on se pose cette question, pourquoi le pH du sol est important dans la nutrition minérale des plantes? Pour répondre à cette question, on sait déjà que le pH affecte en fait aussi bien la disponibilité des nutriments. Les nutriments seraient disponibles selon le pH du sol, et on va le détailler dans ce qui va suivre. Les micro-organismes du sol, c'est-à-dire l'activité des micro-organismes, que ce soit les champignons, les bactéries du sol, est affectée par le pH du sol. Donc un sol acide
ou un sol basique ou un sol neutre ne donnerait pas la même activité aux micro-organismes du sol et donc on va voir que chacun a sa préférence. Et aussi la croissance des racines, bien sûr, qui va s'en suivre parce que qui dit une bonne disponibilité de nutriments, dit une bonne absorption racinaire et donc une bonne et une meilleure croissance des plantes. Qu'est-ce que c'est que le pH? Vous le savez tous, le pH, ça veut dire c'est la concentration en protons dans le sol. Donc c'est un indicateur de l'acidité ou de la basicité du sol. La plupart des sols dans le monde ont une plage de pH comprise entre 4 et 10. C'est-à-dire on peut avoir des sols très acides avec un pH qui peut atteindre 4 ou alors des sols basiques très alcalins qui peuvent atteindre un pH de 10. Donc ce pH, il reflète en fait un environnement bien spécifique en produits chimiques, en cations, en protons, en anions, etc. Donc, en fait, un pool minéralogique du sol qui va refléter donc, le pH final au sein d'un sol bien particulier. Donc, l'un des facteurs le plus importants qui va affecter soit la fertilité des sols et donc le rendement, qui dit fertilité, un sol fertile donnera un rendement en culture très important. Donc, il a une grande importance dans l'absorption des racines et dans l'activité microbienne, comme on vient de dire précédemment. Donc, le pH va affecter la croissance des racines et l'activité des micro-organismes du sol qui joueraient un rôle très très important pour donc, la disponibilité des sels, de ces minéraux, notamment donc, dans le processus de minéralisation qui est très importante. Et on va voir aussi les symbioses, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou dans la séance précédente, pardon, ces symbioses avec certains champignons, certaines bactéries, etc., qui joueraient un rôle très important dans la fertilité des sols et puis dans l'absorption racinaire. La croissance des racines est généralement favorisée dans des sols qui sont légèrement acides de l'ordre de 5,5 à 6,5. Alors, comme je disais tout à l'heure, chacun a ses préférences en faisant référence à ceci. En fait, les champignons préfèrent plutôt des sols acides alors que les bactéries seraient donc plus fréquentes dans des sols alcalins, c'est-à-dire basiques. Donc, pour conclure avec ceci, c'est que le pH du sol détermine étroitement la disponibilité des éléments minéraux du sol. Donc sur ce schéma, on voit cet échange entre les protons. Donc rappelez-vous la dernière fois, on a montré que les protons sont retenus à la surface des colloïdes, donc les particules du sol, parce que ces particules sont chargées négativement. Donc vous voyez là, c'est un poil absorbant. On a parlé de ça la dernière fois aussi, qui permet justement à la racine mère de s'alimenter en eau et en sels minéraux parce que le poil absorbant a un diamètre toujours plus faible que la racine mère. Donc, il peut se faufiler entre les particules du sol et donc aller chercher l'eau et les sels minéraux plus loin que la racine elle-même. Donc, il va dans les micropores dont on avait parlé la dernière fois. Donc, vous voyez, quand il y a une respiration racinaire, on l'avait dit aussi la dernière fois, le CO2, donc comme un rappel de la dernière fois, le CO2 va donc se lier à l'eau pour donner l'acide carbonique qui lui-même
est instable, qui va donner le bicarbonate, puis le carbonate. C'est ce qui va engendrer ce relâchement des protons dans la solution du sol. Donc ces protons, rappelez-vous de la série lyotropique qu'on avait parlé la dernière fois, auraient donc une affinité plus grande et donc il va être échangé par les différents cations qui se trouvent à la surface de ces particules, ce qui va permettre à la racine d'absorber ces cations relâchés et que ces cations ne soient pas perdus par percolation s'ils sont restés donc solubilisés dans la solution du sol. Donc les ions hydrogène vont déplacer tous ces cations comme les K+, les Mg2+, Ca2+, Mn2+. On avait parlé de ça aussi parce que si c'est un cation divalent, il va être échangé avec 2 protons. Par contre, si c'est un monovalent, c'est un seul proton. Si c'est un trivalent, c'est avec 3 protons, etc. Donc sur ce tableau, on voit justement la disponibilité de tous ces éléments minéraux essentiels en fonction du pH du sol. Donc vous voyez ici au milieu vers des pH un peu neutres, entre 6,5 et 7, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium et le manganèse seraient le plus disponibles. En fait, la largeur des zones ombragées indique le degré de la disponibilité des nutriments au niveau de la racine. Ici, donc les zones les plus élargies pour ces éléments seraient vers des pH entre 5,5 et 6, donc légèrement plutôt acides. Et ici, c'est en fait le fer, le manganèse, le bore, le cuivre et le zinc. Par contre, le seul élément qui serait plus disponible dans un sol plutôt alcalin, c'est le molybdène, puisque vous voyez la largeur de la bande. C'est surtout vers des pH plutôt alcalins. Donc le pH affecte la disponibilité de tous les éléments minéraux et en général, on peut conclure que tous ces éléments sont disponibles dans une gamme de pH plutôt entre 5,5 et 6,5. La plus grande partie des éléments minéraux se trouve dans cette fourchette. On peut remédier justement à des sols trop acides ou trop acides ou trop alcalins en ajoutant soit par exemple pour abaisser le pH des sols alcalins, on a tendance à ajouter de la matière organique. Donc, c'est une recommandation qu'on donne souvent aux agriculteurs. S'ils ont donc des sols trop alcalins, pourquoi? Parce que cette matière organique, en fait, ça prend beaucoup de temps pour la décomposition. Rappelez-vous donc de cette euh, minéralisation par les micro-organismes du sol qui vont donc transformer la matière organique en matière minérale. Mais ça prend parfois plusieurs années, c'est en fonction justement des facteurs au niveau du sol. Mais c'est très important, donc c'est une excellente option pour l'agriculture biologique. La matière organique est aussi utilisée pour améliorer aussi le drainage et l'aération. Donc, non seulement ça permet d'abaisser le pH du sol, mais il aurait donc des répercussions très positives sur donc, le drainage et l'aération du sol. Et ici aussi, une autre solution, c'est le fait d'ajouter le soufre. En fait, appliquer le soufre permet justement d'augmenter l'acidité du sol en y ajoutant donc ce soufre. L'efficacité de cette méthode dépend de nombreux facteurs, donc, comme pour la matière organique, l'humidité, la température, mais surtout la présence de bactéries. Donc, ces bactéries vont absorber le soufre et vont libérer le sulfate
et des ions hydrogènes, ces ions hydrogènes qui vont acidifier le sol. Si on a au contraire un sol plutôt très acide, c'est avec la chaux. C'est une pratique très courante auprès des agriculteurs qui ont tendance à donc euh, ils vont répandre justement la chaux dans les sols entre donc 2 et 3 mois avant la mise en culture parce que on doit laisser le temps à la chaux donc de se mélanger avec le sol euh, dans les couches supérieures avant donc la mise en culture pour permettre donc aux racines de bien se développer dans cette couche et donc aussi permettre d'atteindre des pH plutôt neutres en ajoutant donc la chaux grâce à cette réaction que vous voyez ici. Donc la chaux plus les protons, puisqu'on est dans des sols acides, ça va nous donner des cations Ca2+, plus l'eau, et donc ça va augmenter le pH du sol. On va voir le cas du phosphore. En fait, il y a souvent des déficiences en phosphore dans les sols parce que le phosphore est disponible dans la solution du sol souvent sous forme de l'acide phosphorique. Donc, il contient comme vous le voyez ici, des protons labiles. Et donc, le pH du sol jouerait un rôle très important dans la disponibilité des phosphores. En fait, à des pH neutres, les phosphates, donc le phosphore se trouve sous forme de phosphate H2 PO4 2-, donc un ion monovalent, vont se lier donc ces phosphates à des particules du sol contenant l'aluminium ou le fer, puisque ces ions sont normalement liés à des groupes hydroxyles. Donc, il y aura un échange donc le fer ou l'aluminium va se lier au phosphate et libérer justement ces ions, ces groupes hydroxyles dans le sol. Donc, par conséquent, le phosphate peut être étroitement lié et sa mobilité et sa disponibilité dans le sol peut limiter la croissance. Donc, comme vous le voyez sur cette courbe, on a donc le pH et donc avec le mode de fraction du phosphate total. Donc, vous voyez vers des pH acides, c'est la forme monovalente qui prédomine, H3PO4-. Vers des pH inférieurs à 6,8, la forme de phosphate qui prévaut est le monophosphate, comme vous le voyez ici. Un anion monovalent facilement absorbé par les racines. À des pH entre 6,8 et 7,8, c'est le HPO4 2-, donc il va perdre un proton pour donner donc l'ion diphosphate, divalent. Et puis pour des pH supérieurs à 7,2, c'est donc il va, le phosphate va perdre tous ses protons pour donner les PO4 3-, un ion trivalent que les plantes ne peuvent jamais absorber. Donc, comme vous le voyez sur ce tableau, le pH et l'appellation sur l'ion et puis l'absorption par les racines. Donc, à des pH inférieurs à 6,8, c'est-à-dire des pH plutôt acides à légèrement acides, on a le monophosphate, H2PO4, donc monovalent, facilement absorbé par les racines.
Entre 6,8 et 7,2, c'est la forme diphosphate qui prévaut et qui donne donc absorbé plus difficilement, alors que le triphosphate, pour des pH plutôt alcalins, n'est pas absorbé du tout par les racines. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour la suite.